Le soleil est haut mais l'ombre est légère. Dans la véranda de Dado, le vent passe comme un espion timide, balayant quelques pelures d'oignons et des miettes de galettes. Kémy, comme d'habitude, est là. Fidèle à son rendez-vous de solitude évité, il est assis, les pieds battant le sol, les yeux tournés vers la télévision qui grésille. Ce jour-là, Dado l'attendait avec un sourire plus large que d'habitude. Elle tenait dans ses mains un petit sachet noir, celui qu'on connaît bien dans les marchés africains, avec ce bruit de plastique froissé qui annonce les surprises. « Approche mon champion, aujourd'hui c'est ton jour de chance. » Kémy, intrigué, s'approche. Dado plonge la main dans le sachet comme une magicienne devant son public, et en sort un Game Boy flambant neuf. Bleu électrique, les boutons encore brillants. L'écran comme un miroir du bonheur. Kémy n'en croit pas ses yeux. Pour lui, ce n'était pas une simple console, c'était la clé d'un royaume interdit, un sésame que seuls les enfants de la télé possédaient. Il prend l'objet avec un soin religieux, comme on prend une calebasse d'ancêtres remplie de secrets. C'est pour moi? Pour toi seul. Tu le mérites, non? Tu es sage, tu manges bien, tu écoutes les grandes personnes. Il n'écoute déjà plus. Il est parti loin, dans un monde de pixels et de bips, oubliant même que le riz du midi fume encore. Son rire fuse, clair, innocent, et la maison de Dado semble briller d'une chaleur factice. Elle, de son côté, l'observe. Un sourire trop long, trop figé. Comme une boucle de cassette qui commence à grincer. Les jours suivants, le rituel s'installe comme un rythme de balafon. 15h, arrivée. 15h15, goûter. 15h30, dessins animés. 16h, Game Boy. 17h, c'est là que l'ambiance change. Ce jour-là, Dado s'approche, lentement. Elle pose la main sur l'épaule de Kémy, toujours absorbée par son jeu. Tu sais, il y a un autre jeu, mais celui-là, il est spécial. C'est notre secret, à nous deux seulement. Kémy fronce légèrement les sourcils. Il lève les yeux. Quel jeu! Elle sourit, penche la tête. Sa voix devient douce, trop douce, comme une flûte qui veut t'endormir. Un jeu discret. Il ne faut pas en parler. C'est comme un pacte de magicien, tu vois? Elle rit un peu. Kémy ne rit pas. Son estomac fait un petit saut. Quelque chose dans sa tête tape, doucement. Une sorte de tambourin de prudence. Il ne comprend pas. Mais il sent. Son regard s'égare vers la porte, puis vers la Game Boy. Il hoche la tête, lentement. D'accord, il ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'elle est gentille. Peut-être parce qu'elle lui donne à manger. Peut-être parce qu'il est encore un enfant. Les jours passent comme des tortues blessées. Lentement, pesamment. Le jeu devient un rendez-vous étrange, sans rire. Kémy ne rit plus beaucoup. Il joue toujours à la Game Boy, mais ses pouces sont moins rapides. Ses yeux, moins brillants. Il regarde plus souvent la pendule que l'écran. Il guette. Il s'attend. À la maison, Nana remarque des choses. Kémy mange moins. Il parle peu. Il rit à moitié. Son sommeil est agité. Mais elle pense que c'est la fatigue. L'école, peut-être. Les enfants, parfois, ils passent par des phases. Un matin, Kémy se réveille avec une surprise honteuse. Le lit est mouillé. Il a uriné dans son sommeil. Depuis qu'il a arrêté de porter des couches, cela ne lui était plus jamais arrivé. Il panique. Il arrache le drap. Le roule. Le cache sous le lit. Il regarde la porte. Il a honte. Peur. Il baisse les yeux. Plus tard, chez Dado, il veut en parler. Il veut refuser le jeu. Tata, j'ai fait pipi cette nuit. Je suis peut-être malade. Dado fronce les sourcils, puis sourit. Trop vite. Trop large. C'est normal ça. Tous les enfants de ton âge font pipi au lit. Moi-même, j'en ai vu des pires. Viens, on va jouer un peu, ça va te changer les idées. Elle pose la main sur lui. Il recule un peu. Elle insiste. Il cède. Encore. Ce soir-là, il ne mange pas. Il dort mal. Il serre son oreiller comme un griot muet. À l'école, le changement devient visible. Kémy, l'enfant joyeux, devient une ombre de lui-même. Il regarde par la fenêtre. Il oublie ses devoirs. Il écrit mal. Il efface trop. Son institutrice, Madame Jessica, une femme douce avec des yeux de lionne, le prend à part. Kémy, est-ce que tout va bien? Il baisse la tête. Il ment avec la tête. Il hoche. Il hoche comme un automate, mais son regard dit l'inverse. Il est flou. Brisé. Les jours suivants, il développe une astuce de survie. Il reste à l'école jusqu'à 17h50, assis sur un banc, sous un manguier. Il fait semblant de lire. Il compte les minutes, les secondes, juste pour ne pas aller chez Dado.
Mais le vendredi, le vendredi, l'école ferme à 14 heures. Pas d'échappatoire. Alors il traîne. Il marche lentement. Il gratte la terre avec ses chaussures. Il fait des tours inutiles. Jusqu'à ce que l'ombre l'avale et qu'il se retrouve devant la porte de Dado. Encore. Là, dans le calme apparent du quartier, quelque chose a changé. Les marmites chantent toujours, oui. Les enfants rient, ailleurs. Mais dans la maison de Dado, la lumière ne réchauffe plus. Elle brûle. Le silence n'est plus doux, il est bruyant. Et Kémy, lui, marche avec un poids sur ses épaules. Invisible pour tous. Sauf pour ceux qui regardent avec les yeux du cœur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Le portail grince comme un vieux conteur fatigué quand Kémy pousse la porte du petit domaine familial. Ses sandales, en plastique bleu ciel un peu usé, battent le sol avec un rythme d'habitude. Il est 15 heures, pile, comme tous les jours. Le même chemin, le même vent léger qui soulève la poussière ocre, les mêmes chiens qui aboient sans conviction. Il pousse la porte en bois, entr'ouverte comme une bouche timide, et la maison l'avale dans son silence. Pas un souffle, pas une odeur de sauce chaude ni de voix bousculée dans une conversation. Non, juste le murmure du ventilateur fatigué qui tourne au ralenti et le petit cliquetis de l'horloge murale, ce vieux compagnon suspendu à la vie. Kémy pose son cartable comme on dépose une promesse, lentement, et s'assoit. Il sort un crayon, un bout de papier. Il commence à dessiner, une case, un soleil, une femme avec un panier sur la tête. Puis il s'arrête. Son regard va vers l'horloge. 3 aiguilles qui se battent pour tuer le temps. Il soupire. Pas de frère, pas de sœur, pas de bruit. Juste lui. Et l'écho de son propre silence. Le soir venu, la maison s'anime comme un tam-tam qu'on réveille. Les clés de sa mère, Nahana, tintent à la porte. Elle entre, épuisée mais souriante, sa robe légèrement froissée, une senteur de bissap et de dossier de bureau sur elle. « Kémy, ça va? Maman ?» Sa voix traîne comme une chemise mouillée, « Je m'ennuie quand je rentre. Il y a personne. Je joue tout seul, même mes jouets sont fatigués. » Nahana s'arrête, essuie son front avec le bas de son pagne. « Je comprends mon fils. Ton père et moi, on revient tard. Mais, écoute, et si tu restais chez Dado jusqu'à notre retour ?» Kémy lève les yeux. Dado? Celle qui rit comme si elle cachait des mangues sous sa langue? Celle qui dit toujours « Viens goûter ça mon petit roi » quand elle cuisine? Il hoche la tête, pas convaincu, pas contre non plus, juste curieux. Elle est gentille, Dado. Elle a toujours des biscuits au gingembre dans sa boîte. Et elle regarde les dessins animés avec les enfants du quartier. Tu verras, tu vas aimer. Nahana le serre dans ses bras. Il sent son parfum de karité et de fatigue mêlée. Il sourit un peu. L'idée d'avoir de la compagnie le berce doucement. Le lendemain, à 15h02, Kémy, sac sur l'épaule et curiosité dans le cœur, pousse la porte de la cour de Dado. Elle est là, plantée comme un baobab jovial au milieu de sa véranda, en train d'écraser du piment dans un mortier qui semble chanter des secrets ancestraux. Ah, voilà le futur président. Entre, mon général. Elle rit. Son rire claque dans l'air comme un balafon. Kémy rit aussi. Elle lui tend une assiette de riz au gras, si bien décorée qu'on croirait une peinture. Des rondelles de carottes, une cuisse de poulet dodu et un peu de sauce tomate qui brille comme un coucher de soleil. Il dévore. Après le repas, elle l'installe sur un petit matelas, devant la télé. Elle sort la télécommande comme on sortirait un talisman. Dis-moi ce que tu veux voir, hein? Pokémon ou Kirikou? Il choisit. Elle s'installe près de lui, tricote un peu, puis lui offre un jus de bissap dans un petit gobelet rayé. Il regarde. Il rit. Il oublie. À 18h, ses parents viennent le chercher. Il court vers eux. Maman, papa, j'ai mangé du bon riz. Et j'ai regardé les dessins animés. Et Dado m'a montré comment faire un avion en papier. Ses yeux brillent comme les premières étoiles du soir. Nahana jette un regard discret à Dado. Une gratitude silencieuse. Un soulagement. Son fils ne sera plus seul. Le soleil décline doucement sur les toits de tôle. Les marmites des voisins chantent, les enfants rient, et quelque par un coq fait le malin en chantant trop tard. Kémy, ce soir-là, dort avec un demi-sourire sur les lèvres, rêvant de poulet en dessin animé, de rire de femmes généreuses, et d'un monde où 15 heures ne riment plus avec solitude. Il est minuit passé. Les coqs dorment. Le vent souffle doucement à travers les fenêtres entr'ouvertes. Dans la chambre de Kémy,
une veilleuse faible projette une lumière jaune, comme une veilleuse de brousse, timide et silencieuse. Et puis, il se réveille. Pas brusquement. Non, mais avec un inconfort humide. Un frisson. Une sensation de honte qui monte comme une fièvre. Il baisse les yeux, sent la chaleur entre ses jambes. Le lit est trempé. Il a uriné. Encore. Son cœur s'emballe. Comme un tam-tam frappé par un fou. Il regarde la porte. Rien. Silence. Il se lève doucement. Il arrache le drap. Il le roule, le plie, le compresse, comme s'il voulait faire disparaître le péché dans un tissu. Il ouvre discrètement la fenêtre et glisse le drap mouillé dans la bassine du linge sale, au fond de la cour. Puis il retourne se coucher, sur le matelas nu. Il frissonne. Non pas de froid, mais de peur. Car il sait que ce n'est pas normal. Il sait qu'à son âge, cela ne devrait plus arriver. Il sent qu'il se passe quelque chose en lui. Quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. Le matin, le soleil monte, fier comme un coq, mais Kémy, lui, traîne les pieds. Son uniforme est froissé. Son regard est bas. Son cahier est resté ouvert sur la même page depuis 2 jours. À l'école, les autres enfants rient, crient, jouent au ballon avec des bouteilles en plastique. Lui, il regarde les craquelures du mur, comme si elles avaient quelque chose à lui dire. Pendant la leçon de mathématiques, il reste figé. Le tableau est flou. Les chiffres dansent devant lui comme des esprits moqueurs. Kémy, quelle est la moitié de 10? Silence. Kémy, il sursaute. Il ne sait pas. Ou peut-être qu'il sait, mais il n'a plus la force. Les autres rient, doucement. Lui, il baisse la tête, comme si son cou portait une jarre invisible remplie de secrets lourds. L'institutrice, Madame Jessica, sent quelque chose. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Ce n'est pas de la paresse. C'est plus profond, plus sombre. Pendant la récréation, elle s'approche. Kémy, viens marcher un peu avec moi. Il marche sous les manguiers. Elle ne parle pas tout de suite. Elle le laisse respirer, marcher, écouter ses pas. Tu sais, parfois, quand on est triste ou que quelque chose nous fait mal, on peut en parler à une grande personne. Je suis là, tu sais. Kémy ne répond pas. Il regarde le sol. Il gratte une feuille avec le bout de sa sandale. Il voudrait parler. Mais sa gorge est comme une calebasse nouée. Rien ne sort. Juste un soupir. Un soupir trop lourd pour un si petit garçon. Le soir tombe sur le quartier comme un vieux pagne troué. Les femmes rentrent leur bassine, les enfants prennent leur dernier bain, les papas rentrent du travail avec des sacs plastiques qui sentent l'huile et les oignons. Chez Nahana, l'odeur du riz au gras emplit la cuisine. Kémy, assis dans le salon, joue mollement avec une cuillère. Son regard est perdu dans le vide, comme s'il essayait de parler avec les murs. Nahana remarque. Elle aussi commence à sentir ce changement. Elle s'approche, pose une main douce sur sa nuque. Kémy, tu veux me dire quelque chose? Il hoche lentement la tête, son cœur bat. C'est le moment. Il ouvre la bouche. Il va dire tata d'ado. Mais à cet instant précis, toc toc toc. On frappe à la porte. Un voisin entre, jovial, bruyant, avec un sourire trop grand pour l'ambiance. Il parle fort. Il salue, il rit, il lance des blagues. La télé est allumée. La radio aussi. Tout devient bruit. Kémy se referme. Il se lève, doucement, comme une plume morte. Il va dans sa chambre, referme la porte. Il s'assoit sur le lit. Regarde l'ombre sur le mur. Il pose sa tête sur ses genoux. Et là, dans le silence, une larme tombe. Une seule. Pas plus. Les portes de l'école se vident comme une termitière qu'on a dérangée. Les enfants sortent en courant, sac au dos, pieds nus ou en sandales cassées, criant les jeux qu'ils continueront dans les ruelles du quartier. Mais Kémy ne bouge pas. Il est là, assis sous le grand manguier de la cour. Les feuilles bruissent au vent, le sol est poussiéreux, mais c'est mieux que la maison. Mieux que ce salon où la télé masque des silences. Mieux que cette chambre où il a cessé de rêver. L'institutrice, Madame Jessica, passe, le remarque. Kémy, tu n'es pas encore rentré? Il fait un petit signe de la tête, sans conviction. Elle approche, plie un peu les genoux. Quelque chose ne va pas? Il cherche ses mots, mais comme d'habitude, il se coince. Il tourne dans sa bouche comme du manioc sans sauce. Il veut parler, vraiment. Mais il ne peut pas. Je veux juste rester un peu. Elle soupire doucement, l'œil inquiet. D'accord, mais pas trop tard, hein? Il hoche la tête. Elle s'éloigne. Et lui reste là. Seul. Le soleil descend. Les ombres s'allongent. Il regarde le portail. Il espère, peut-être que le temps va s'arrêter. Peut-être que le ciel va s'ouvrir.
Peut-être que Dado va disparaître. Mais rien ne vient. Rien ne bouge. Vendredi. Jour béni pour les adultes fatigués. Mais pour Kimi, ce jour-là est une condamnation. Pas de cours l'après-midi. Pas de club. Pas d'excuses. Quand la cloche sonne, son cœur se serre. Les élèves sortent en chantant, les vendeuses d'arachides installent déjà leur plateau. Le gardien commence à verrouiller les salles. Mais Kimi reste. Il longe le mur de l'école, lentement, le doigt traçant des lignes invisibles sur le ciment. Il avance jusqu'au banc derrière la salle des maîtres. Là, il s'assoit. Il pose son sac à côté. Il regarde le ciel. Une pluie fine commence à tomber. Les gouttes ne sont pas violentes. Non, elles sont comme lui, discrètes, timides, douloureuses. Et c'est là, sous ce ciel humide, qu'il craque. Il pleure. Pas comme les enfants qui pleurent pour une glace perdue ou une gifle. Non, il pleure sans bruit. Des larmes lourdes, lentes. Comme si son âme se vidait par les yeux. Il serre ses bras autour de lui. Il ne veut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Mais il sait qu'il le devra. Les portes de l'école vont fermer. Il n'a nulle part d'autre où aller. Alors il sèche ses larmes avec le revers de sa manche. Il se lève. Il marche lentement, très lentement, vers la maison. Comme un prisonnier qui monte les marches vers la potence. La maison est calme. Trop calme. Pas un mot. Pas une chanson radio. Le piège est tendu. Dado est là, dans le salon, sourire peint sur le visage, comme ces masques en bois vendus aux touristes. Elle l'accueille avec douceur, avec une voix sucrée qui cache les piquants. « Ah, voilà mon petit lion. Tu veux qu'on joue ?» Kimi baisse la tête. « Non. » Le mot sort. Sec, fragile. Mais c'est un début. Dado le regarde, un peu surprise. « Pourquoi? Tu aimais bien, non ?» Il secoue la tête. « J'ai uriné. » Elle s'approche, s'agenouille, pose une main sur sa joue. « Ce n'est pas grave, ça arrive. » Sa voix est douce, mais trop douce. Il recule légèrement. Elle insiste. « Tu sais, si tu dis à maman que c'est moi qui te console quand tu es triste, elle sera fière de moi. » Il regarde ailleurs. « C'est notre secret, hein ?» ajoute-t-elle, en souriant. Et là, il sent la nausée. Il recule encore, jusqu'à heurter le mur. Son dos contre le ciment. Elle l'observe. Elle sent qu'il se détache. Alors elle tente un dernier appât. Elle sort une autre console. Plus neuve. Plus brillante. « Regarde ce que j'ai pour toi. » Mais cette fois, Kimi ne tend pas la main. Il fixe l'objet, comme s'il voyait un serpent doré. « Je ne veux plus. Je vais dormir. » Il part, sans se retourner. Elle le regarde s'éloigner, un peu déconcerté. Un sourire nerveux sur les lèvres, mais dans sa chambre, Kimi ne dort pas. Il est éveillé. Éveillé et en guerre. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le soleil caresse doucement les toits de tôle et l'école résonne des derniers éclats de voix des enfants. Kimi, assis seul sous le flamboyant, observe les feuilles tomber comme ses pensées éparses. Mademoiselle Adjara, l'institutrice aux pagnes colorées et au regard bienveillant, s'approche silencieusement. Kimi, mon garçon, tu sembles porter un fardeau trop lourd pour tes épaules. Il lève les yeux, hésitant. Tu sais, ici, sous ce flamboyant, tu peux tout me dire. Les arbres ont des oreilles, mais ils gardent les secrets. Un silence s'installe, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau. Kimi baisse la tête, ses doigts jouant avec un caillou. Tante Dado, elle me fait jouer à des jeux que je n'aime pas. Sa voix tremble, comme les feuilles sous la brise. Elle dit que c'est notre secret, que je ne dois pas en parler. Mademoiselle Adjara pose une main rassurante sur son épaule. Tu as bien fait de me le dire, Kimi. Tu es courageux, et tu n'es pas seul. Les larmes de Kimi coulent silencieusement, lavant la douleur enfouie. Sans perdre un instant, Mademoiselle Adjara se rend au bureau de la directrice, Madame Aïssatou, une femme respectée pour sa sagesse et sa droiture. Madame Aïssatou, il faut agir. Kimi a besoin de nous. La directrice, le visage grave, acquiesce. Convoquons ses parents et les autorités compétentes. La vérité doit éclater, et justice doit être rendue. Le tambour du village résonne, appelant à la réunion. Les anciens, les parents, les enseignants se rassemblent sous le grand manguier. Kimi, entouré de regards bienveillants, sent le poids de la solitude s'alléger. Le soleil s'était déjà penché un peu, traînant ses derniers rayons sur les murs écaillés de l'école publique d'Ngoli. Ce jour-là, l'air ne chantait pas. Il pesait. L'on aurait dit qu'il savait ce qui allait être dit. Sous la véranda du bâtiment administratif, des parents s'asseyaient en silence. Certains regardaient le sol.
D'autres fixaient les tableaux d'affichage sans vraiment les lire. Et au milieu de cette salle de réunion improvisée, Kémy, ce petit garçon au regard grand comme deux lunes tristes, était absent de corps mais présent d'esprit. Caché derrière la vitre d'un bureau, il écoutait. Il voulait voir comment le monde réagirait à sa douleur murmurée. La directrice de l'école, Madame MBOH, une femme au visage sculpté par la rigueur et le respect, se leva. Elle prit la parole avec un souffle d'inquiétude dans la gorge. « Chers parents, nous avons convoqué cette réunion pour aborder une situation grave. Une situation qui implique un élève de cette école et un adulte de votre voisinage. » Les cœurs battirent plus fort que les mouches ne bourdonnaient. Le silence, épais comme le foufou du vieux Kofi, se coucha sur la salle. La directrice respira encore. Il s'agit de Kémy, un élève exemplaire, doux, discipliné, qui a vécu, ces derniers mois, des expériences que... Elle baissa les yeux. Aucun enfant ne devrait vivre. Les murmures montèrent comme les vagues devant un orage. Tinde, le père de Kémy, homme fort, souvent réservé, se leva comme frappé par un coup invisible. Il planta son regard dans celui de la directrice. « Vous pouvez répéter, madame ?» demanda-t-il d'une voix vibrante, tremblante, que la colère commençait à raviner. La directrice hocha lentement la tête. La voisine, Dado, l'enfant a parlé. Elle lui faisait jouer à des jeux secrets. Elle lui offrait des objets. Elle le forçait. Il pleure la nuit. Il ne dort plus. Il fuit la maison. La salle chancela. Tinde frappa du poing sur la table. Le bois cria. Un cri de père blessé. J'étais là, chaque soir, mais j'étais absent. Sa voix déchirait les cloisons de la retenue. Les veines de ses tempes pulsaient comme des tambours. À côté de lui, la mère de Kémy, Naomi, douce comme les chants de l'une des conteuses, s'effondra. Les larmes lui coulaient, non pas comme un ruisseau, mais comme une inondation silencieuse. Elle ne cria pas. Elle se recroquevilla. Ses épaules secouées par les hoquets du cœur. Elle avait proposé Dado. Elle l'avait confié. « Mon fils » murmura-t-elle. « Mon Kémy » La directrice, sans laisser place à plus de tourments, posa fermement ces mots. « J'ai pris la liberté de signaler la situation aux autorités. Une équipe de la brigade de protection de l'enfance est déjà informée. » Tinde, le visage ravagé par la honte et le feu de la revanche, saisit immédiatement son téléphone. « Je veux que justice soit faite. » Quelques instants plus tard, un véhicule de la gendarmerie franchissait les grilles rouillées de l'école. Les bottes des policiers claquaient sur les tuiles rouges. La poussière se taisait sous leurs pas. Dans la maison voisine, Dado, vêtue de son pagne aux motifs floraux, fut arrêtée. Elle ne cria pas. Elle jura qu'elle n'avait rien fait. Mais le regard des voisins, ce regard que seule l'Afrique s'est planté dans l'âme, l'écrasa plus que les menottes. Et dans la petite chambre, derrière les rideaux qui sentent encore l'enfance, Kémy regardait. Il ne disait rien. Mais une larme, cette fois d'apaisement, coulait sur sa joue. Une larme qui disait « On m'a cru ». L'école résonne des derniers éclats de voix des enfants. Dado, la voisine autrefois aimée, est arrêtée par la police. Elle nie les accusations portées contre elle, mais face aux preuves et aux témoignages, elle s'effondre. Kémy, assis sur le rebord de la fenêtre de sa classe, observe le monde extérieur. Le vent léger caresse son visage. Il est silencieux, mais dans son cœur, un poids s'est envolé. Il se sent libre, enfin. Tinde et Naomi, les parents de Kémy, arrivent à l'école main dans la main. Leur visage exprime la douleur, mais aussi la détermination. Ils viennent chercher leur fils, prêts à reconstruire leur famille, ensemble. Sur une cour où les poules picorent le sol rouge et où l'ombre d'un manguier berce la table familiale. Le riz au gras fume encore, généreux et parfumé. Kémy est là, assis entre son père et sa mère. Son rire, pur et vibrant, fend l'air comme une pluie bienfaisante après la saison sèche. Naomi le regarde, les yeux brillants. Elle ne parle pas. Elle n'en a pas besoin. Son silence est une prière, une reconnaissance. Tinde, le père, sert une cuillère de plus à son fils, maladroitement, mais avec cette tendresse nouvelle qu'on sent encore fragile, mais bien là. Kémy rit. Ce n'est pas un rire poli. C'est un éclat, une rivière libérée. Le genre de rire qui fait oublier les murs, les draps mouillés, les silences fuyants. Ce rire-là est une renaissance. Et les voisins, qui passent la tête par-dessus la clôture, sourient. Pas de commérage, pas de chuchotement. Juste un souffle collectif, l'enfant vit. Il vit vraiment. L'école de Ngoli a repris ses airs de ruche, craie qui grince, doigts qui lèvent, moustiques qui bourdonnent.
Dans la salle de CE2, Mademoiselle Adjara, toujours droite comme une flèche, interroge. Combien font 5 multiplié par 3? Pendant des semaines, Kimi avait baissé la tête. Il avait griffonné sans conviction, regardé le tableau comme on regarde un ciel vide. Mais ce matin-là, il lève la main. 15, maîtresse. Les élèves se retournent, un peu surpris. Kimi sourit, fier, pas arrogant. Mademoiselle Adjara ne sourit pas tout de suite. Elle le fixe, comme pour s'assurer que ce moment est réel. Puis elle acquiesce. C'est exact. Ce simple échange, dans son évidence tranquille, est une révolution silencieuse. La salle se remet à bruisser. La vie reprend son cours. Mais pour Kimi, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où il s'est entendu répondre au monde. Dans la cour de récréation, un garçon l'invite à jouer. Un ballon de tissu vole. Kimi court. Les enfants crient. Et dans ce brouhaha familier, son pas retrouve le rythme de l'enfance. Ce n'est pas la douleur qui définit un enfant. C'est ce qu'on en fait après. Ce n'est pas la blessure qui marque à jamais. C'est la main tendue qui guérit. Un cœur peut être fissuré, mais avec l'amour et le temps, il devient une calebasse plus forte, qui ne fuit plus jamais. Kimi a survécu. Kimi a parlé. Et parce qu'il a été entendu, il peut maintenant marcher vers demain. Avec l'assurance de ceux qui ont affronté la nuit et l'ont traversée. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que la proximité n'est pas toujours synonyme de sécurité et le silence des enfants est souvent un cri étouffé. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.